Bienvenue pour ce lancement du pacte bois et biosourcé 2030. On va être ensemble pendant 1 heure et demie, en commençant d'abord par un retour sur le pacte, l'acte 1 2020-2024, avec les grands contributeurs de ce pacte viendront après l'introduction, aménageurs, bailleurs, promoteurs et collectivités, témoigner du retour de ces 4 dernières années. Ensuite, on aura des informations, en tout cas on vous présentera les grands chiffres et les grandes ambitions du pacte 2030, donc les objectifs qu'on se fixe collectivement tous ensemble. Et ensuite, on finira par une conclusion de Yann Verling, le vice-président de la région Île-de-France, et du préfet Marc Guillaume, qui devrait arriver d'ici une trentaine de minutes ou une petite heure. Je vais demander à tout le monde, ça va, tout le monde est assis, je crois qu'il y a encore un petit peu de monde qui est en train de s'installer. Juste au niveau des tests micro, ça va, tout le monde entend bien, notamment à l'arrière, ça a l'air de fonctionner. 1, 2, 1, 2. Vas-y, toi aussi, Olivia. Et je vous propose dans ce cas-là qu'on démarre. Alors, on commence par un petit mot quand même sur l'endroit dans lequel on se trouve. Le Forum Bois, ça va faire maintenant plus d'une quinzaine d'années que chaque année, on organise ce forum. On était déjà au Grand Palais éphémère en 2020, mais c'était un rêve avec l'organisatrice Nicole Valkiser, qu'on remerciera à chaque fois dans chaque conférence, parce que c'est aussi grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Mais voilà, de réaliser ce grand rêve de venir faire le Forum Bois au Grand Palais. On a essayé de trouver un lien. On avait discuté notamment avec Marc Guillaume lors des 20 ans de FIBois Île-de-France, de se dire, c'était quand même pendant l'Expo universelle une grande innovation sur les matériaux déjà. Mais là, comme vous le voyez, c'était bien sûr plus le verre et le métal qui étaient mis en avant. Cependant, on a retrouvé quelques archives, ce que vous voyez ici du Monde illustré de 1897, le démarrage du chantier pour l'Expo universelle et la livraison du Grand Palais. Et comme beaucoup de bâtiments historiques français, nos grands châteaux, on se retrouve avec du chêne, avec des pieux. Donc, il n'y aurait pas eu de Grand Palais si on n'avait pas eu la contribution déjà à l'époque de la filière bois. On a voulu commencer pour parler de ce retour d'expérience, des intentions en fait, qu'il y avait derrière le pacte, l'acte 1, donc en 2019, lorsqu'on a repris un peu l'interprofession FIBois, ou en tout cas voulu accompagner, lancer une vraie dynamique sur la filière bois. On s'était réunis avec une thématique à l'époque qui était de faire des assises autour de la forêt et du bois. La forêt, le bois vont-ils sauver la planète? Donc c'était un titre volontairement un peu engageant, mais on s'était réunis avec un peu des nouveaux formats, propriétaires forestiers, acteurs de la filière, architectes, maîtres d'ouvrage, élus, anciens ministres, des gens qui étaient tous engagés, bien sûr bailleurs sociaux et élus, de se dire comment on peut passer à une autre échelle. Ne plus être simplement, Francille Bois avant avait réalisé des chartes, et certains des opérateurs qui interviendront étaient déjà présents. Je vois notamment le groupe 3F qui hoche de la tête. Et donc c'était dire, on fait des chartes de qualité, on montre des opérations démonstratrices avant 2020. Là, l'idée du pacte, c'était de dire, faut vraiment qu'on trouve un moyen de créer des nouveaux volumes, faire un choc de l'offre et de créer vraiment en intelligence collective une vraie dynamique autour du bois et des biosourcés. Vous voyez ici, c'était à la Cité Fertile, la photo, il y avait près de 200 personnes qui avaient travaillé lors d'ateliers sur comment structurer tout ça. Donc aujourd'hui, l'outil qui en est sorti, c'était le pacte, tous ces acteurs qui s'engagent pour la construction avec des volumes. On verra les chiffres après. Ça, c'est aussi dire que cette initiative, à l'origine de FIBois en Île-de-France, a convaincu. Elle a permis, dans une logique de solidarité et de travaux interrégionaux, de créer des pactes dans l'ensemble des régions. Donc aujourd'hui, vous voyez ici la carte des différentes signatures par région. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes dynamiques.
le patronage de l'État avec la préfecture, la région, les grandes métropoles et tous les acteurs publics et privés. Et donc aujourd'hui, voilà, d'avoir l'ensemble des régions qui s'engagent avec à chaque fois de nombreux signataires publics et privés, bah, ça a permis de créer une vraie dynamique. On avait fixé un objectif de près de 1 million de mètres carrés à l'époque, mais on va venir après juste sur les résultats. Je te laisse, Olivia. Quelques chiffres, effectivement, pour illustrer ces 4 années d'animation, donc de 2021-2024. Le pacte Acte 1, c'est 59 signataires qui sont donc engagés à réaliser une partie de leur production en bois et en biosourcé, des aménageurs, des collectivités, des promoteurs, des bailleurs sociaux. C'est aussi du reporting. C'est pas forcément ce qui est le plus visible, mais c'est très utile, c'est très important pour pouvoir bénéficier de données, de traçabilité, de comprendre l'évolution, la montée en compétences des différents acteurs. Et donc il y a eu un travail important réalisé à la fois par les équipes de FIBOIS et les équipes des différents signataires pour remonter des chiffres. Et puis c'est une communauté aussi de plus de 100 référents bois engagés au sein du pacte, au sein des différentes organisations. J'en vois certains dans la salle. Des référents bois qui ont pu bénéficier d'ateliers thématiques variés comme qu'est-ce que l'architecture fait au bois, qu'est-ce que le bois fait à l'architecture, le bois et le carbone, les autres matériaux biosourcés, la sécurité incendie ou les coûts de la construction bois. J'en passe, mais voilà, autant d'occasions de se rencontrer, aussi d'échanger peut-être entre des signataires qui étaient déjà pionniers du bois et puis des nouveaux entrants qui avaient peut-être plus à apprendre dans une dynamique d'échange, aussi de tiers de confiance. Voilà. Ça a vraiment été rendu possible par l'équipe FIBOIS et notamment Catherine Desportes qui interviendra juste après, et puis Lucie Meunier, notre coordinatrice que je souhaite vraiment remercier ici. Et puis les 30 référents de FIBOIS, du réseau FIBOIS, les 30 prescripteurs qui œuvrent dans les différentes régions à faire vivre cette dynamique des pactes qui, comme Paul l'a dit, est maintenant interrégionale. À l'époque, en 2019, et c'est une question récurrente qui devient de plus en plus importante aujourd'hui, c'était quelles sont aussi les ressources françaises. À partir du moment où on se dit on construit en bois, bah, est-ce qu'on a des ressources locales? Est-ce que souvent on avait des questions, mais quand on voit les problèmes de déforestation, est-ce que si on construit en bois c'est vraiment écologique? Ok, il y a le sujet du carbone, mais comment on traitait la ressource? À l'époque, vous le voyez ici, c'était un dessin de 2019. On avait voulu essayer de simplifier la compréhension et de faire un schéma. On voit bien les objectifs. Je me souviens que quand on disait qu'on allait construire 1 200 000 m², on disait que c'était peut-être un peu trop ambitieux, mais bon, on se dit, voilà, il fallait fixer des objectifs assez importants. C'est un raisonnement assez simple, mais qui permettait de montrer qu'en construisant 1 200 000 m², on venait seulement prélever 0,5% de l'accroissement biologique de la forêt. Donc souvent, les gens n'ont pas forcément les réflexes ou la compréhension de la réalité de la ressource. Et avec 17 millions d'hectares de forêt, 30% du territoire français, même si aujourd'hui la forêt est fortement attaquée par le dérèglement climatique, on a une ressource à mobiliser. Donc face à ces 1 200 000 m², aujourd'hui il y a plus de 2 millions de mètres carrés qui ont été ce qu'on appelle programmés, donc soit en chantier livré ou en lancement avec des OS travaux. Donc c'est se féliciter collectivement. Souvent, des fois, il y a des gens qui disent oui, mais dans la période actuelle, est-ce qu'on a quand même réussi à tenir les engagements? La réalité, c'est que oui, et on a même dépassé les attentes de l'époque. Alors, quelques détails sur ces chiffres. Ces 2 millions de mètres carrés représentent un peu plus de 400 opérations, principalement du logement, des très grandes opérations, mais aussi de tout petits projets de surélévation, des projets tertiaires et des projets d'équipement, notamment beaucoup d'équipements scolaires. Donc voilà, on a vraiment une diversité de projets et on pourra vous montrer après quelques photos. On a 17% de projets de réhabilitation, rénovation. C'est déjà ça, c'est pas suffisant. C'est aussi une vraie marge de progression qu'on se donne pour le nouveau pacte. Le bois a vraiment des atouts pour travailler cette question de la rénovation, de la réhabilitation, sa légèreté, sa préfabrication, ses délais de chantier réduits. Voilà, on sait qu'on peut aller plus loin et on a envie de le faire avec vous.
Ces 2 millions de mètres carrés représentent 170 000 mètres cubes de bois. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, en France, on scie à peu près annuellement 8 millions de mètres cubes. Voilà, donc on peut se dire que les 170 000 mètres cubes, c'est 2% de ce qu'on scie en une année en France. Voilà, ça donne un ordre de grandeur. Et puis un autre ordre de grandeur, sur le poids matière moyen qui a été embarqué dans ces opérations, on est sur 46 kg de bois et de biosourcé par mètre carré de surface de plancher. Là où le niveau le plus haut du label biosourcé tel qu'il était en vigueur jusqu'à l'année dernière, c'était 36 kg. Voilà, donc on est significativement au-dessus, c'est un chiffre encourageant. Une marge de progression aussi à noter sur la capacité à récolter la donnée sur les questions de traçabilité de bois français ou de bois certifié. Alors, on a entre un quart et 40% des opérations seulement sur lesquelles on a cette donnée. Donc voilà, il y a vraiment un travail de récupération de données, de traçabilité. En revanche, et ce qui est encourageant, c'est que quand on a la donnée, on tombe sur 98% de bois certifiés PEFC ou FSC et 60% de bois français, là où on s'était mis un objectif de 30%. Donc voilà, on voit qu'il y a ça nous motive et ça nous engage à aller chercher cette donnée encore plus. Et puis cette image pour dire aussi que le pacte s'inscrit dans une dynamique plus large au niveau de FIBOA Île-de-France, celle d'un observatoire dynamique de la construction bois. On a d'autres outils, le prix régional construction bois qui est une source de projets aussi, des études qualitatives sur les coûts de la construction, des études quanti sur le marché. Tout ça vient nourrir un observatoire qui est fort utile et cette cartographie en témoigne, un outil dynamique qu'on a mis en place avec l'Institut Paris Région qui recense déjà plus de 1400 projets en Île-de-France. Alors là, vous avez la cartographie d'une partie des opérateurs. Donc on voit que depuis le début, on avait créé donc des catégories entre bronze, argent, or et platine. Il y a certains pure players qui font exclusivement de bois, mais c'était aussi important que certains acteurs qui font un des plus grands contributeurs qu'on entendra tout à l'heure, ces Grands Paris Aménagement, et bien voilà, démarrent aussi avec des catégories, comme vous le voyez, qui vont de bronze à argent. Et effectivement, je pense que c'est aussi le moment de tous se féliciter, de remercier, voilà, notamment on entendra la ville de Paris, qui a été un des premiers à avoir à la fois la ville qui était engagée dans le pacte, mais aussi l'ensemble de ses bailleurs sociaux et tous les aménageurs. Donc c'est sûr que quand on parlait de choc de l'offre, et je suis sûr qu'on entendra tout à l'heure Jacques Baudrier nous donnera quelques chiffres, on voit que c'est aussi cette dynamique et cet engagement presque total qui permet de transformer non seulement le marché, mais aussi la culture. Je vous invite tous d'ailleurs à faire le tour de la mezzanine. Maintenant, il y a des centaines d'opérations, des centaines d'architectes qui ont mis en avant des opérations et on voit bien qu'on n'est plus dans l'expérimentation ou le démonstrateur et qu'on a des opérations un peu partout. Alors, c'est une expo mondiale, il y a même des architectes internationaux, mais ne serait-ce qu'en France, ce sont des centaines d'opérations aujourd'hui grâce à vous tous. Avant de passer à la conférence, et on a voulu quand même choisir quelques photos parce que bon, effectivement, quand on parle de chiffres ou quand on parle on n'a pas forcément en tête de ce que ça veut dire. Donc, on a tous quand même en tête la piscine olympique. Donc, c'était bien sûr pour les JO par l'architecte Atelier 234. Et je vais sûrement mal dire le nom, mais Van Venks. Voilà, on l'a tous vu, mais c'est aussi en termes de distance, le lamellé-collé que vous voyez en haut, c'est aussi montrer des prouesses techniques qu'on ne reproduira pas, mais qui montrent toutes les capacités du bois pour faire des grands ouvrages. Là, on est sur un bâtiment livré par Dream et Calc, les architectes réalisés par Nexity, dans le village des athlètes, qui était un immeuble de bureau, mais au dernier étage, vous voyez, c'est un petit clin d'œil. Normalement, vendredi, on devrait avoir des annonces sur la réglementation incendie, mais là, on était bien sur un bâtiment de bureau avec du bois apparent au dernier étage et de l'ERP. Donc, on espère que ce type d'immeuble, on pourra continuer à les faire aussi et que les évolutions réglementaires sur la réglementation incendie iront dans le bon sens. La plus grosse opération, je crois, d'Europe, réalisée par WO2 et Leclerc associé avec Nicolas Lenné et Dream. Donc là, c'est du bureau à Nanterre. Mais c'est aussi montrer qu'on est capable de réaliser des très grands ouvrages aujourd'hui et que le bois, ici avec une opération tout CLT, peut répondre sur des bureaux. Très important, la région.
qui nous a soutenus depuis le début et qui s'engage de façon très concrète dans tout l'ensemble des bâtiments publics. Ici, c'est un architecte Dietrich Unterfeller, le lycée Évariste Gallois. Une opération de la ville de Paris aussi sur des équipements publics, une médiathèque James Baldwin réalisée par Philippe Madec. On a tous en tête le manifeste de la frugalité, faire plus avec moins. C'est voilà, un bel exemple comment sur des équipements publics on peut réaliser des belles choses. Là, c'est une résidence, je crois que c'est une résidence hôtelière de Link City qui s'appelle Les Pioles. Donc c'est ce qu'on voit, c'est sur la place de la Nation. Donc là, c'était une surélévation bois au-dessus du casino de Nation. Donc c'est aussi montré, on en parlait, mais sur les réhabilitations, les surélévations, on a déjà des belles retours d'expérience, mais on va vraiment accélérer ça sur la dynamique 2030. MIR, Paris Habitat, un des bailleurs les plus engagés avec l'opération Petit Muscle, où là on est sur la réhabilitation et principalement en bois. Paris Métropole Aménagement à Paul Meurice avec Nicolas Lombardi, là on est sur une opération de logement social. Le Wood Up, une opération avec l'architecte Lannes réalisée par REI, donc une tour sur la Seine qui notamment met en œuvre du bois français de logement. On en parlait, Grand Paris Aménagement qui commence à avoir des belles opérations, plus grand aménageur de France à la ZAC des Frélieux. Avec le promoteur Kenéa. Et DDA en architecte. Et en parfaite introduction de la prochaine thématique, EPAMarne, qu'on remercie et félicite toujours, qui était quand même l'aménageur pionnier et qui a quand même lancé la dynamique au niveau des EPA sur la construction bois en Île-de-France. Voilà, donc maintenant, on va laisser la tribune à Catherine et peut-être proposer à l'ensemble des participants de nous rejoindre. Merci à tous. Merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation à participer à cette table ronde. Merci Paul et Olivia pour cette belle introduction sur le pacte. Je voulais au sein de cette table ronde donner la parole aux signataires, évidemment. C'était difficile voilà, de faire le choix, je vous remercie. Je vous propose qu'on commence tout de suite par effectivement... Monsieur Laurent Girometti, donc vous êtes directeur de l'EPA Marne, aménageur précurseur effectivement, puisqu'avant la signature du pacte, vous prescriviez déjà du bois dans les ZAC. Est-ce que vous pouvez, donc sur cette première période, vous atteignez un seuil d'engagement de 44% de surface de plancher en bois biosourcé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le pacte et peut-être d'autres outils ont été des directives qui vous ont aidé dans la prescription de matériaux biosourcés ? Effectivement, le pacte, pour nous, il est venu en relais de quelque chose qui avait commencé avant. C'est vrai que la stratégie bois, elle avait été mise en place il y a une dizaine d'années. Alors à un moment où effectivement c'était encore très émergent, mais on était à peu près au même moment où les réflexions préalables arrivaient sur l'introduction du carbone dans la réglementation, sur les questions d'analyse en cycle de vie, et donc avait été identifié le potentiel d'intervenir sur les matériaux biosourcés bois. Et donc on avait commencé, mais là pour le coup, par se définir un objectif un petit peu tout seul, qu'on a ensuite revu à la hausse parce que ça se passait pas trop mal. Et c'est vrai que dès les premiers temps, par contre, ça a été important de s'inscrire dans des partenariats. Et c'est ce qui était important pour nous sur le sujet du pacte bois biosourcé, je dirais, et puis de l'adhésion ou de l'implication d'Amphibois d'une manière générale. C'est-à-dire qu'au moment de la mise en place de la stratégie, à la fois on s'est lancé assez vite, peut-être parfois d'ailleurs un peu vite, c'est-à-dire les toutes premières opérations, très sincèrement, on va dire qu'on a souffert avec les promoteurs qui eux-mêmes souffraient parce qu'on leur demandait, voilà, on leur faisait des prescriptions et c'était pas forcément complètement mûr, mais on a travaillé beaucoup de retours d'expérience. Et en parallèle qu'on lançait des premières opérations, et bien effectivement, on a veillé à s'inscrire dans des partenariats. Alors ça a été le cas avec Fibois, ça a été le cas avec la région Île-de-France. Ça a été le cas aussi avec le FCBA, qui fait partie de nos voisins, puisqu'ils ont une de leurs implantations importantes à Champs-sur-Marne. Et donc ça a été important de travailler avec des gens avec lesquels pouvoir, du coup,
partager, Olivia parlait des données, c'est vrai que nous on a pas mal insisté aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait des prescriptions, comment on va pouvoir recueillir les éléments et comment on va pouvoir se faire du retour d'expérience. Voilà, donc ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup aussi dans ce pacte d'une manière générale, à la fois pouvoir s'inscrire dans une dynamique, quelque part se donner du courage quand c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire une fois qu'on a pris un engagement, on a envie d'essayer de le tenir et pour l'instant on a réussi à le tenir et du coup on va rempiler aussi quand même, il faut pas lâcher malgré les difficultés et puis pouvoir compiler des éléments et pouvoir faire du retour d'expérience. C'est aussi des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé en interne, nous, sur le retour d'expérience des opérations faites par le promoteur, les recueils d'éléments sur les coûts, trouver ce qui n'a pas fonctionné pour la fois suivante, on va dire améliorer nos propres prescriptions ou la définition des opérations. Donc on s'est pas mal outillé en interne sur ces sujets-là. Voilà, en gros, ce qui a pu faire de nous un territoire un peu précurseur sur ces sujets et vraiment avec la satisfaction d'avoir une communauté de travail. Et je précise aussi que c'est vrai qu'au moment où on s'est lancé, les EPA ont toujours une demande de la part de leur ministère de tutelle, justement de pousser un certain nombre de sujets. Donc on a été là aussi, et pas Marne et pas France, parmi les tout premiers sur ce sujet. Ça s'est embrayé derrière. Et c'est vrai que le ministère a aussi demandé, on va dire, aux différents EPA de bien vouloir aussi pousser un petit peu les feux sur ces sujets de filière qui sont un peu plus globaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose que maintenant nous rentrions dans Paris, sur la ZAC Paris-Rive-Gauche. Donc effectivement, Sandrine Moret, vous êtes directrice générale de la CEMAPA. Vous réalisez 62% de surface de plancher en bois biosourcé, avec notamment plusieurs tours de 50 mètres qui sont sortis de terre ces dernières années. Je vous laisse nous en dire plus, peut-être comment le pacte a été un outil et peut-être aussi sur les défis rencontrés par vos équipes, notamment depuis la parution de la doctrine incendie juste au démarrage du pacte à l'été 2021. Oui, et alors effectivement, nous développons des immeubles de logement, notamment en bois, depuis un certain temps maintenant, et également des équipements qui ont la particularité d'être à plus de 28 mètres, avec effectivement 2 immeubles dont on souhaitait qu'ils soient pilotes, puisqu'ils sont à 50 mètres. Les 2 projets ont été lancés avant la doctrine bois, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt porté par le PUCA et Adif Bois. Et donc je vais parler de Wood Up, dont Paul vous a parlé tout à l'heure, qui est un immeuble donc à 50 mètres en structure bois, façade bois avec des poteaux encapsulés en bois. Il a fait l'objet d'un premier permis en 2019, donc avant la doctrine, et jusque-là tout allait bien. Et puis il y a un permis modificatif qui a été déposé, et là on a rencontré le sujet de la doctrine bois. Bien évidemment, il n'est pas question d'y échapper, c'est la sécurité. On sait aujourd'hui qu'il faut travailler sur la sécurité incendie et adapter la réglementation aux immeubles bois, qui a été faite vraiment pour les immeubles béton. Et le choix a été fait par le promoteur, et vraiment je l'en remercie de pousser cet immeuble jusqu'au bout, et plutôt que de suivre la doctrine, de faire des essais en laboratoire pour démontrer qu'il n'y avait pas besoin d'encapsuler le bois ni dans les appartements ni en façade. Parce que l'encapsulage, au-delà du coût que ça représente, c'est aussi de la consommation de matière supplémentaire, c'est aussi un impact très négatif sur le bilan carbone. Et les essais en laboratoire ont permis de convaincre les pompiers, qui ont accepté que l'immeuble puisse se développer donc sans encapsulage et sans sprinklage. Et aujourd'hui, on en est très très content, et on espère que cet exemple
pourra se reproduire à nouveau. Parce que le sprintlage notamment aujourd'hui est très compliqué à mettre en œuvre. On n'habite pas les pays nordiques, ça fait encore peur et on se pose des questions de malgré tout, si un jour il y a un incendie, que se passe-t-il si les immeubles sont arrosés, que devient le bois qui est encapsulé et qui sera humidifié. Donc voilà, et puis peut-être quand même malgré tout sur cette doctrine qu'on espère pouvoir alléger un jour en travaillant avec les pompiers, se dire qu'on commence à la connaître un peu mieux, qu'il y a une chose qui est aujourd'hui assez importante pour les aménageurs, c'est que on nous demande de doubler les bords d'incendie en fait dans les espaces publics. Et on nous le demande dès le démarrage des chantiers. Donc ça perturbe quand même beaucoup les calendriers. Maintenant, on l'a intégré, mais c'est plus compliqué dans les opérations comme Paris-Rive-Gauche qui sont aujourd'hui très avancées. Mais en tout cas, ça montre qu'on est capable aujourd'hui de faire, y compris dans des immeubles très hauts. On parle de 50 mètres, mais c'est vrai dès 28 mètres, donc, qui est un immeuble de hauteur plus classique. Mais en tout cas, c'est effectivement quelque chose pour lequel il faut qu'on continue de se battre tous ensemble. Et c'est effectivement l'intérêt des structures comme FIBOIS et de ce pacte où les échanges d'expériences sont vraiment très précieux. Oui, il y a eu des beaux témoignages d'ailleurs, effectivement, de vos équipes qui avaient rassemblé beaucoup de monde au sein d'un atelier thématique. Elles sont là et je les remercie. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Bastien Bouteloup. Vous êtes directeur innovation chez Woodéum, donc vous êtes un promoteur immobilier spécialisé en construction bois. Et j'aimerais peut-être que vous donniez aussi votre analyse et votre perception d'une éventuelle évolution de la prescription réalisée par les aménageurs de la prescription de bois et biosourcés depuis effectivement la naissance du pacte et depuis leur engagement dans le pacte. Oui, merci Catherine. Woodéum, on est un promoteur spécialisé dans les immeubles en bois depuis 2015, donc avant le pacte, mais c'est tout naturellement qu'on a été signataire du pacte au plus haut niveau qui était le niveau or. Pour autant, on avait encore beaucoup de choses à apprendre et on s'est servi du pacte pour continuer à développer la construction bois, puisque le pacte était en fait un vrai espace d'échange entre les 59 signataires dont vous avez parlé, qui avaient la caractéristique d'être vraiment des acteurs venant d'horizons différents. Et pour porter un projet de construction ambitieux, il est impératif que l'ensemble des acteurs soient engagés dans ce projet et dans ses ambitions. Cet espace d'échange, il a permis de mettre en place des indicateurs communs pour parler le même langage, des indicateurs qu'on peut retrouver dans les appels à projets ou dans les prescriptions d'aménageurs. Alors, il y avait déjà des aménageurs qui avaient des prescriptions engagées, et mes deux voisins en sont la preuve, mais ça a permis à de nouveaux acteurs de s'engager sur ces cahiers des charges. Ça a permis d'avoir des acteurs engagés qui nous accompagnaient dans les difficultés comme on pouvait rencontrer par exemple avec la doctrine de la préfecture de police. Et ça a permis aussi, et ce n'est pas fini, le sujet est toujours un sujet d'actualité, d'avoir des fiches de l'eau pour des bâtiments démonstrateurs qui soient adaptés à des projets vraiment ambitieux, puisque on ne peut pas concourir de la même façon en fonction des ambitions environnementales qu'on a sur un projet. Donc, in fine, on est sorti grandi de ce pacte. On est ravis d'y avoir répondu favorablement et d'avoir respecté nos engagements avec un petit peu plus de 100 000 mètres carrés tout à fait construits. L'une des plus grandes contributions. Tout à fait. Et on s'engagera sur le prochain de la même façon, puisque on est convaincu aujourd'hui plus que jamais qu'il ne faut pas reculer sur les ambitions environnementales, même si le climat peut être un petit peu compliqué parfois. On ne lâchera pas le sujet. Merci beaucoup.
Merci pour ces premiers témoignages. Je voudrais maintenant me tourner vers les élus des collectivités signataires du pacte. On va commencer avec vous, Jacques Baudrier. Vous êtes maire adjoint à la ville de Paris. La ville de Paris est parvenue dans cette première période du pacte à mettre en œuvre plus de 60% de surface de plancher dans ses équipements publics avec du bois et des biosourcés. Et j'aimerais peut-être vous donner la parole sur globalement comment le bois et les autres matériaux biosourcés sont une réponse finalement à la complexité de la fabrication, de la refabrication d'une ville dense comme celle de Paris. Je vous remercie de cette invitation. On est à Paris, il y a 10 ans, il y avait l'accord de Paris, qui est un moment important. Et je crois que depuis, avec toute l'équipe autour d'Anne Hidalgo, on est engagé vraiment dans une démarche systématique de promotion de tous les actes pour l'environnement dans différents secteurs et bien sûr la construction. Donc pour nous, il y a des démarches, l'utilisation de matériaux biosourcés et bio et géosourcés, en particulier du bois, c'est vraiment une priorité absolue. Et le pacte que vous avez mis en œuvre, et vraiment on vous en remercie, permet de nous accompagner complètement cette démarche et nous a permis, avec la première phase du pacte et maintenant la deuxième, on passe de l'expérimentation à la généralisation. Et ce fait, ça motive et ça donne des jalons à nous, élus bien sûr, mais à toutes nos équipes, à toutes nos maîtrises d'ouvrage, la direction des constructions publiques. On a vu là la médiathèque James Baldwin, toutes les équipes qui font du logement social. On a vu un projet de Parahabitat que je salue, Ben Führer dans la salle, de surélévation, tous les projets d'équipement comme dans la ZAC de Piton du Vernois aussi. On a des projets. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très important de nous donner ces jalons. Et maintenant, on a fait des choix maintenant et vous nous avez aidé de systématiser les choses. Par exemple, toutes nos fenêtres changées, donc c'est des dizaines de milliers de fenêtres. On a un parc, rien que le parc des bâtiments publics de la ville, c'est 5 millions de mètres carrés. Le parc des bailleurs sociaux, c'est plus de 10 millions de mètres carrés, donc ça fait quand même des volumes conséquents gérés par la ville. C'est 100% des fenêtres sont en bois. D'ailleurs, vous avez vu beaucoup de fenêtres en bois dans les visuels concernant Paris. C'est pas un hasard, c'est l'effet d'une volonté politique. 100% de nos isolants sont bio et géosourcés. Alors, c'est pas tous en bois, mais il y a beaucoup de laine de bois dedans. Donc voilà, le fait que la démarche que vous nous apportez avec ce pacte nous a aidé à prendre des décisions vraiment systématiques et de généralisation. C'est pour ça qu'on a voté à l'unanimité des élus, d'ailleurs, ce qui a du sens. Lors du dernier Conseil de Paris, notre engagement dans le pacte, dans le nouveau pacte, où là nous visons le niveau platine pour avoir un maximum. Et de fait, nos choix dans le cadre du plan local d'urbanisme bioclimatique nous amènent toujours plus à privilégier la pleine terre. Alors, on va planter beaucoup d'arbres à Paris, donc c'est une autre façon de nous engager dans le pacte pour le bois. Et puis à développer aussi beaucoup la surélévation. On a vu, il y avait l'image de la surélévation de Parahabitat Petit Musc. On va essayer d'en faire plutôt 5 à 10 fois plus qu'aujourd'hui. Et il y aura énormément de projets de surélévation qui seront massivement en bois dans Paris. Il y en aura beaucoup chez nos bailleurs sociaux et je pense que ça va aussi beaucoup se développer aussi parmi les copros privés parce que surélever d'un étage, c'est souvent la meilleure façon de rentabiliser l'investissement et de permettre la rénovation d'un immeuble. Et comme il y a 47 000 copropriétés privées dans Paris, je pense que le champ d'expérimentation et de travail est énorme. Merci beaucoup. Oui, effectivement, la ville de Paris s'était engagée dès 2021 avec une grande cohérence des acteurs engagés autour d'elle, notamment les bailleurs de la ville, effectivement, et puis l'aménageur Paris et Métropole Aménagement. Donc voilà, une belle cohérence des acteurs engagés. On se tourne maintenant vers vous, Monsieur Chemovic. Vous êtes maire de la ville de Colombes et vous êtes arrivé récemment dans la communauté du pacte puisque vous avez signé le pacte l'année dernière, en 2024. Vous avez déjà de belles réalisations d'écoles sur votre ville, notamment l'école Marcel Pagnol qu'on a fait visiter. Et j'avais envie de vous demander assez simplement pourquoi vous aviez souhaité rejoindre cette communauté l'année dernière. Alors, il y a plusieurs aspects à votre réponse. D'abord, il y a une réponse qui est une réponse politique liée au dérèglement climatique. Et donc, chaque collectivité, me semble-t-il, à sa mesure, doit participer à la résolution d'un problème qui est un problème beaucoup plus global. Mais en tout cas, quand on peut le traiter localement, c'est pas plus mal.
qu'est-ce qui nous a fait venir au pacte? C'est qu'on s'était engagé dès le début de ce mandat politique, donc 2020, à construire en bois, principalement sur des équipements. Et ces équipements, ce sont 2 écoles que nous avons rénovées, réhabilitées et agrandies. Et puis une nouvelle école également, complètement, tout en bois, voilà, mais toute neuve, donc sans réhabilitation là. Et ça nous a beaucoup servi à expérimenter différentes modalités de réalisation. Y compris l'école de Dominique Frollo, qui est une école réalisée dans le cadre d'une opération d'aménagement avec la SPL Éco-Urbain, et avec, par exemple, une cantine qui se trouve au 4e étage de cet équipement, ce qui n'est pas courant, ce qui nécessite des choix, ce qui nécessite des réflexions, mais qui est aussi une bonne formule sur la construction d'équipements en zone dense urbaine. Et c'est aussi une vraie réflexion. Et puis le bois, faut toujours le redire, 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de CO2. Voilà. Et donc, il y a des phénomènes comme ça qu'il faut intégrer. Chaque fois qu'on construit une école, on le fait visiter aux élèves, aux futurs élèves, aux parents, aux enseignants, parce que derrière, on duplique la connaissance et la sensibilisation à ces questions-là. Et puis, on apprend. Alors, je vais attendre vendredi pour connaître les annonces sur la réglementation pompier, mais je suis toujours étonné, moi, de voir que dans d'autres pays, aux limites de la France, on peut construire en bois, et que ce qui se construit à l'extérieur de nos frontières ne peut pas se construire en France. C'est quand même dommage, mais bon, je pense que tout le monde va avancer, même les pompiers, et enfin j'espère. Mais surtout, c'est aussi un matériau. On voit aussi qu'on est dans des cycles vertueux avec la culture de forêt, l'utilisation du bois dans les forêts, la réutilisation de ce bois et la manière dont on peut aussi avoir des chaînes de valeur aussi qui se mettent en place autour du bois. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais qu'on se tourne vers les spécialistes de la production de logements collectifs. On va qu'ils soient d'ailleurs bailleurs ou promoteurs. On va commencer avec vous, Christine Grèze. Vous êtes directrice innovation et RSE chez Link City, promoteur immobilier adossé à Bouygues Construction et à ses équipes WeWood. Notamment, Link City est signataire de tous les pactes qui se sont déployés en France depuis cette première signature du pacte francilien. Je vous laisse nous dire peut-être comment le pacte a été un outil pour conduire le changement en interne dans les équipes Link City vers la construction bois. Oui, effectivement, l'adhésion au pacte FIBOIL de France d'abord, puis ceux en région, ça a été pour nous un peu comme une évidence, parce qu'on est convaincu chez Link City que l'action collective nous permet d'accélérer les transitions. Et donc, c'était important pour nous de participer à cette dynamique, à ces échanges d'expériences. Et en particulier, le pacte FIBOIL de France, il a été lancé pile au moment où nous, on lançait notre trajectoire de décarbonation de nos opérations, où on visait d'être à moins 40% d'émissions de CO2 d'ici 2030, avec évidemment une part importante de la construction bois comme levier. Et donc, c'était très important pour nous de participer à cette action collective. On est depuis 2021 entre 20 et 30% de nos dépôts de permis de construire qui sont sur de la construction bois. On a vu quelques exemples intéressants. Paul a cité l'auberge de jeunesse sur la place de la Nation, les Pioles, où effectivement on a fait de la surélévation pour rejoindre ce que vous évoquiez. Donc surélévation tout en structure bois sur un petit supermarché. On a aussi un autre exemple intéressant et qui montre qu'associé à la construction bois, il y a cette notion aussi de construire sur le déjà là, de densification des dents creuses, mais aussi de surélévation, puisqu'on a une opération aussi là en cours qui s'appelle Hybride, qui est en fait un îlot mixte qu'on vient construire, insérer
dans un centre de remisage de la RATP dans le 18e arrondissement. Et là, sur cette opération, on a 50% des mètres carrés qui vont être construits qui sont en construction bois. Alors tout ça s'est permis, cette montée en puissance de la construction bois dans l'entreprise, grâce à un travail de conduite du changement en fait, parce que c'est une vraie transformation de fond. À la fois avec un volet interne où on essaie de monter en compétence avec l'appui effectivement du pôle d'ingénierie WeWood, où on a donc chez Bouygues Construction 40 ingénieurs et experts de la construction bois sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver les meilleures solutions technico-économiques sur nos opérations. La formation évidemment aussi de nos collaborateurs, nos responsables de programme, nos développeurs pour choisir finalement le bon matériau au bon endroit. Et avoir les bons réflexes. Et puis l'autre volet, c'est le volet dans cette transformation, cette conduite du changement, c'est le volet externe. Et pour nous, c'est très important de construire des partenariats. Nous aussi, on est partenaire du FCBA, dont Laurent parlait tout à l'heure. Et là, on est en train de travailler avec eux, d'ailleurs, sur un projet de recherche soutenu par l'ADEME pour développer le feuillu dans la construction bois. Et puis l'autre partenariat très important, c'est tous ces FIBois pour nous, donc en Ile-de-France et puis aussi en région. Ça nous permet vraiment de partager les retours d'expérience avec les différents membres de ces FIBois, de permettre aussi la montée en compétence de nos collaborateurs qui participent aux différents groupes de travail, de partager les innovations, également trouver aussi des nouveaux partenaires, ça c'est aussi très précieux pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est inscrit d'ores et déjà dans le pacte 2030, parce qu'on est convaincu que ça va continuer à nous apporter des choses et accélérer la transition qui est nécessaire, effectivement, pour massifier l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Bruno Rousseau. Donc, vous êtes directeur adjoint chez Immobilière 3F, donc bailleur social effectivement, qui sur la première période du pacte en construction neuve atteint le seuil de 42% de surface de plancher en bois et en biosourcé. Ma question est un peu la même, c'est comment le pacte a été utilisé chez vous, soit pour être un accélérateur d'une politique déjà enclenchée, soit pour être plutôt un moteur pour les équipes, un objectif à atteindre. Merci. Effectivement, ça a été un outil pour nous, la signature de ce pacte. Alors, on est un acteur engagé de longue date auprès du bois, puisqu'on faisait partie des premiers signataires, Paul l'a rappelé tout à l'heure, en 2015 déjà. Puis, évidemment, assez naturellement, on s'est inscrit sur le pacte 2020 en visant le bronze, et finalement, on a décroché l'or. Et ça s'est pas fait, je dirais... ça s'est fait... Ça s'est fait parce que le pacte en fait s'inscrit chez nous dans une politique qui est beaucoup plus large, qui s'appelle 3F Climat, qui se décline en fait sur toutes nos activités de construction. On n'est pas, pour rejoindre ce que disait Paul, on n'est pas des pure players du bois. Par contre, je pense qu'on peut dire qu'en tant que commerce social, on est des pure players de l'avance de phase ou de l'innovation. Et donc, bien entendu, dans ce plan 3F Climat, il y a un volet décarbonation assez important. Il y a un volet adaptation au changement climatique, ça a été évoqué tout à l'heure, et puis il y a un volet changement d'usage, ou en tout cas comment on accueille les nouveaux usages au sein de nos résidences. Et donc sur le volet décarbonation, c'est évident que le bois est un levier important, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'année dernière, sur les mises en chantier que nous avons fait, c'est 50% en fait de nos opérations qui répondaient aux critères aux plus hauts critères qui étaient attendus sur ce sujet-là. Le bois, c'est aussi un bon levier pour je dirais, promouvoir toutes les matériaux biosourcés. Et parmi les opérations qui sont référencées aujourd'hui et dont on témoigne au sein de FIBois qui font une belle place en fait, au bois, on a plus de la moitié en fait qui sont dans lequel il y a beaucoup de matériaux biosourcés, qui sont des matériaux biosourcés généralement produits localement. Je pense notamment au chanvre en Ile-de-France ou à la paille. Tout à fait. Et donc qui sont des bons relais en tout cas pour un certain nombre d'opérations et qui se combinent assez bien avec le bois. Voilà. Et puis on s'inscrit avec pas mal d'enthousiasme en fait dans le pacte 2030. Alors on verra que vous êtes tous bien inscrits dans le pacte 2030 juste après cette séquence. Ne vous inquiétez pas. Avec le volet rénovation. Ne vous inquiétez pas, on va le dire. Rénovation et transformation d'usage, parce que là aussi le bois a toute sa place dans ces opérations parfois très complexes en fait.
de transformation d'actifs existants, tertiaires, commerciaux, voire d'immeubles existants d'habitation, et où le bois a plein d'avantages. Merci beaucoup. Alors, pour clore cette table ronde, je voudrais qu'on parle d'un aspect important du pacte qui est le soutien à la forêt française. Déjà dans ce pacte acte 1, il y avait effectivement un engagement à utiliser 30% de bois français et 100% de bois certifié. Je voudrais vous donner la parole, Marie-Noëlle Grangeard. Vous êtes directrice adjointe au développement chez REI Habitat, promoteur immobilier précurseur en construction bois, et notamment avec un fort ADN sur les sujets de bois français, de bois certifié, de traçabilité. Voilà, je vous laisse nous en dire plus sur cet engagement fort qui, notamment dans le pacte 2030, va être vraiment très suivi et puis mis à l'honneur. Merci beaucoup. En effet, REI Habitat est pionnier de la construction bois. Nous fêtons d'ailleurs nos 15 ans d'existence au forum ces jours-ci. Et dès le départ, il y a eu un attachement à réfléchir à l'origine et à la qualité des bois. Donc il y a eu beaucoup de travail là-dessus, ce qui a conduit à ce que REI, en 2019, soit le premier promoteur à être labellisé Bois de France et certifié PEC. Donc l'ensemble de nos opérations répondent à ces critères. Donc ce qui, en effet, est un point très important. Sur la partie donc, qui est plus liée à la projection dans le temps et au pacte 2030, il y a en effet l'accent qui est mis sur le feuillu, puisque c'est un bois qui est très présent dans nos forêts, mais qui est relativement peu utilisé en bois d'œuvre. Alors il y a deux raisons essentielles, c'est qu'il est plus dense, plus compact, donc plus dur à travailler, notamment pour les scieurs, et que par ailleurs il est globalement plus cher que le résineux. Donc il est important de pouvoir l'utiliser pour essayer de bien utiliser la ressource forestière qui est disponible aujourd'hui. Donc nous avons donc notamment le Wood Up dont il a été évoqué par la CEMAPA, les caractéristiques principales. Il faut savoir que les poteaux intérieurs, qui sont en effet restés apparents, sont en feuillu et donc sont en hêtre de Normandie. Ils ont été cherchés en Normandie et transformés en Normandie et acheminés par voie fluviale, puisque le bâtiment est à côté de la Seine. Ça permet cette opération aussi d'avoir un rétexte sur la question du prix, puisque finalement c'est un bois qui, étant compact, a des sections moins importantes, utilise donc moins de matière, donc il y a moins d'achats de bois. Et par ailleurs, nous sommes promoteurs, donc ça a été revendu en logement. On a un léger gain de surface qui permet aussi de commercialiser un petit peu plus de surface. Et le deuxième point, donc, par rapport au pacte 2030, c'est la question du bois scolyté. Pour mémoire, c'est un phénomène qui touche vraiment le quart nord-est de la France, avec 37 millions de mètres cubes de bois qui ont été touchés ces dernières années depuis 2018. Donc c'est un bois qui, une fois qu'il est attaqué, doit être coupé. Donc on a des coupes sanitaires qui sont réalisées, qui mettent à un instant T beaucoup de bois sur le marché, qui a moins de débouchés économiques parce qu'il a quelques traces bleues qui restent. Par contre, il garde toutes ses capacités mécaniques, donc il peut être tout à fait utilisé en bois d'œuvre. Donc dernièrement, dans un concours, nous avons proposé d'utiliser du bois scolyté, à la fois pour les poteaux, les poutres, les fobs et aussi pour les planchers solivés. Donc pour arriver à faire un bâtiment démonstrateur qui montre une référence. Voilà, qu'on peut travailler avec du bois scolyté en bois d'œuvre. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre esprit de synthèse, puisque nous terminons à 17h59. On a même rattrapé un petit peu de retard. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner à vos tables. Le pacte bois biosourcé 2030, un outil pour décarboner la construction. Les forêts et le bois jouent un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique. Les constructions en bois se développent partout sur la planète, car le bois est un matériau écologique et renouvelable. La forêt capte une partie des émissions annuelles de CO2, c'est la photosynthèse. En France, c'est environ 15% des émissions annuelles qui sont ainsi séquestrées dans les arbres et les sols.
Parce que le bois coupé stocke du carbone, les immeubles en bois constituent des banques de carbone stockées sur des centaines d'années. Enfin, construire des immeubles avec du bois permet de ne pas utiliser des matériaux conventionnels comme le béton ou l'acier. Ils ont des empreintes carbone beaucoup plus importantes. En France, la stratégie nationale bas carbone fixe à diviser par 6 les émissions carbone à horizon 2050 et préconise ainsi l'usage des matériaux bois et biosourcés dans le secteur du bâtiment qui représente près de 30% des gaz à effet de serre. La réglementation environnementale 2020 concrétise cette stratégie nationale car elle impose depuis 2022 une évaluation des émissions carbone globales des bâtiments neufs sur toute leur durée de vie. Plusieurs systèmes constructifs existent pour construire et rénover avec du bois. Les façades ossature bois permettent d'utiliser le bois pour envelopper le bâtiment. Elles peuvent intégrer des isolants biosourcés. L'ossature bois permet de construire des immeubles allant jusqu'à 4 étages en utilisant des bois de petites sections. Le système poteau-poutre permet de construire des immeubles plus élevés. Le système CLT permet de construire des immeubles avec des panneaux, murs et planchers en bois massif reconstitué. Enfin, la surélévation en bois permet d'ajouter de la surface à des bâtiments existants grâce à la légèreté du bois. La part de marché de la construction bois est de 6% en France, contre 17% dans les pays scandinaves et en Suisse. Il y a donc un fort potentiel de progression. La forêt française couvre 31% de notre territoire. C'est la 4e forêt au niveau européen. Sa surface est passée de 9 millions d'hectares en 1840 à 17 millions d'hectares en 2021. Elle continue de croître et fournit chaque année 20 millions de mètres cubes de bois d'œuvre. La France investit massivement dans la filière forêt-bois. Des nouvelles usines produisent des bois industrialisés pour des constructions et des rénovations en bois. Ces produits préfabriqués en atelier se prêtent bien à la construction hors site. Si la forêt française continue de grandir, elle souffre aussi du réchauffement climatique avec une hausse constatée du dépérissement des arbres. Face à ce défi, une mobilisation est nécessaire pour aider la forêt à s'adapter en valorisant les arbres dépérissants. Un exemple, les bois résineux atteints par le scolite, un insecte coléoptère qui s'insère sous l'écorce et provoque leur dépérissement, peuvent être utilisés pour construire. On estime à 45 000 logements de 70 mètres carrés la capacité de construction rien qu'avec le bois scolité. L'Île-de-France est une région précurseur puisque depuis 2021, les aménageurs, collectivités, bailleurs et promoteurs s'engagent à construire une part de leur production en bois et biosourcé. C'est le pacte bois biosourcé. Le pacte 2030, c'est la prolongation de cet engagement à horizon 2030 avec un engagement en construction neuve cohérent avec la RE 2020, un engagement en rénovation pour tous les types d'interventions sur l'existant et un socle d'engagement pour soutenir la forêt française en utilisant du bois français et certifié et des bois de crise. Pensez global, agissez local, construisez en bois. Donc c'est une vidéo pédagogique, vous l'avez compris, qu'on a fait donc pour le PAC 2030. Je pense que ça peut être aussi un bon outil à diffuser à vos collaborateurs, que ça soit d'ailleurs chez les promoteurs, chez les aménageurs ou dans les collectivités. C'est jamais simple d'être le plus synthétique possible et le plus pédagogique, mais on est content du travail réalisé avec cette vidéo. Donc, dans le cadre du pacte 2030, alors ça c'est une petite anecdote, mais on a eu pas mal de questions de journalistes et c'est ChatGPT qui a fourni ces éléments. Donc on a envoyé à la fois des éléments de la FNB, de l'IGN, et souvent on a des problèmes dans la filière, c'est qu'il y a tellement de structures et d'acronymes. Donc j'ai dit voilà, on a besoin de 5 données claires, les plus synthétiques et les plus simples possibles pour comprendre pourquoi et comment on va pouvoir continuer d'investir dans la filière bois. Donc les chiffres qui sont sortis, bon, on les a déjà entendus, mais c'est les 17 millions d'hectares de forêt et les 80 millions de production annuelle de la forêt, donc d'accroissement biologique, les 2,8 milliards de mètres cubes de bois sur pied.
Les investissements de France Relance, 317 millions d'euros qui ont été investis en subvention pour accompagner les investissements industriels. Et ce qui est intéressant aussi, au-delà de la ressource, c'est derrière de voir les capacités de siège, donc qui sont à 8 millions de mètres cubes par an aujourd'hui et qui passeront, une fois que les investissements de France Relance sont passés, à 12 millions de mètres cubes. En ordre de grandeur, un logement bois, comme on les a vus dans le pacte, c'est une dizaine de mètres cubes par logement. Donc quand on fait un calcul assez simple, l'accroissement de 4 millions de mètres cubes en plus, ça peut être jusqu'à 400 000 logements par an. Donc c'est pour donner quand même un ordre de grandeur. On fait partie des années où on a le moins produit de logements en France. Les chiffres de la FPI, c'est 330 000 logements en 2024. Donc ça veut dire que les investissements actuels permettraient juste avec l'augmentation des capacités de siège des sieurs, et je vous invite tous aussi à aller rencontrer les sieurs qui vous parleront des investissements qui sont en cours, que ce soit en CLT, des nouveaux produits comme le Lamy Bois. On est en train de réaliser des innovations à toutes les échelles de la filière qui permettraient donc de assez facilement répondre aux besoins et à la construction de logements, bien sûr en Ile-de-France, mais partout en France avec la déclinaison des pactes. Les objectifs pour 2030, vous allez le voir, on a déjà près de 60 signataires, mais c'est d'avoir 80 signataires. On l'a dit tout à l'heure, 6% de part de marché du logement par rapport aux autres matériaux, c'est de passer à 12%. On l'a vu, il y a déjà des pays qui sont à 17%, donc c'est ambitieux de doubler, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est presque obligatoire aujourd'hui. 8 millions de mètres carrés, on est aujourd'hui à peu près à 1 million de mètres carrés par an dans le pacte, enfin dans la production en Ile-de-France. Donc 8 millions de mètres carrés, c'est ambitieux, mais comme vous l'avez vu en 2020, en fait on a réussi à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés. Donc voilà, ça sera notre responsabilité collective de réaliser ces objectifs. Passer à 30% de rénovation, donc ça c'est aussi, comme on l'a vu, il y a certains qui sont déjà experts, mais sur les chantiers de surélévation, de rénovation, les solutions bois sont souvent parfois même plus économiques, voire obligatoires pour des questions de poids. Donc en fait, c'est pas seulement une réponse aux enjeux de la ZAN, mais c'est aussi une réponse de façon très concrète et très pragmatique. Souvent, quand les gens ont fait des surélévations en bois, ils se sont dit, en fait, on a fait les études, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait les faire qu'en bois. On en a parlé, mais les démonstrateurs de bois de crise, effectivement, travailler sur du bois scolité, les essences qui sont affectées, qui sont amenées à disparaître, c'est aussi notre rôle de les valoriser. Parce qu'aujourd'hui, on voit une grande accroissement de la mortalité en forêt, et avec des chiffres qui augmentent, hélas, chaque année. Si on ne laisse pas les bois dépérir en forêt, et hélas, aujourd'hui, il existe encore des forêts de scolytes, on les voit, c'est des arbres qui sont tout rouges, donc ça fait des forêts mortes. Si on les récolte rapidement, et comme on l'a entendu tout à l'heure, on les met en œuvre dans les constructions, et là, on vient vraiment avoir un impact direct sur le bilan carbone global de la filière. 50% de bois français, on était à 30% lors du premier engagement. C'est un des engagements les plus importants, parce qu'on l'a dit, on n'avait qu'entre 25 et 40% de reporting. Donc au final, quand les gens se mettent à la traçabilité, se mettent aux filières locales, on a des chiffres et on se rend compte qu'en fait c'est possible de travailler avec des sieurs en amont et d'avoir des partenariats et de s'approvisionner en France. Mais là, on souhaiterait que ça soit vraiment sur l'ensemble des acteurs et que ça devienne vraiment une dynamique. Les enjeux de souveraineté aujourd'hui nationale sont importants, donc il faut aussi donner de la confiance à nos sieurs et à tous les industriels qui investissent en leur disant oui, on va aussi être responsable de travailler avec les filières locales. Voilà pour les grandes ambitions de ce nouveau pacte 2030. Avant de parler des signataires qui s'engagent, maîtres d'ouvrage publics et privés, c'est aussi de parler de toute la filière. On a l'ensemble de la filière qui accompagne et qui est prête pour continuer ses engagements. C'était déjà le cas lors du premier pacte pour un certain nombre, mais là, que ce soit les opérateurs, l'ONF, les propriétaires forestiers privés, aussi les labels certificateurs, les labels de traçabilité. La marque Bois de France n'existait pas sur le premier pacte. On est en train de voir aujourd'hui de plus en plus d'industriels qui s'y mettent. PEFC, FSC, les labels de gestion durable historique sont là.
Les autres biosourcés, c'est bien un pack bois biosourcé. Le collectif paille, le chanvre, le devoir aussi de la filière bois, c'est d'entraîner les autres filières biosourcées avec nous. Et bien sûr, toutes les structures, quand je disais de la filière, la Fédération nationale du bois, France Bois Forêt, l'UICB, et aussi nos amis architectes. On a toujours eu des liens forts avec les architectes, qui sont les premiers prescripteurs, qui sont ceux qui, bien sûr, inventent et créent les projets. Et il y a aussi toute une nouvelle, j'ai envie de dire, esthétique et presque un changement culturel dans l'architecture bioclimatique et biosourcée. Et voilà, on remercie tous les architectes qui font partie d'ailleurs des plus grands acteurs des différents FIBOis régionaux. Les signataires de ce pacte 2030, on a été extrêmement agréablement surpris de voir que malgré la crise, on avait quand même une crainte de dire les enjeux réglementaires sur la réglementation incendie, la crise actuelle sur le logement, nous a dit peut-être qu'on va avoir une perte importante de certains opérateurs qui ne peuvent pas s'engager à nouveau. Et finalement, on se rend compte que la grande majorité des promoteurs sont encore là. Quasiment tous les aménageurs, je crois que le seul, c'est la Solidéo, mais c'est pour des raisons qu'il n'a plus d'ouvrage à livrer. Mais les bailleurs sociaux se réengagent. Donc voilà, on remercie à nouveau tous ceux qui s'engagent et on aura bien sûr tous ensemble des temps, des ateliers, des nouveaux référents qui nous accompagneront dans la montée en puissance de ce pacte. De nouveaux aménageurs, pleine commune développement, éco-urbain. On vous a entendu, une nouvelle collectivité avec la mairie de Colombes qui nous rejoint. GR Smart Building, un opérateur expert du hors-site. Donc voilà, ça fait une grande photo de famille. Alors on aurait aimé faire venir tout le monde et faire intervenir tout le monde, mais le temps nous est compté. Mais encore une fois, là, c'est pas encore le moment de signature. On a reçu les opérateurs que vous voulez là, se sont engagés. Et donc, on a reçu les courriers d'engagement. Mais voilà, on aura des nouveaux moments collectifs pour célébrer cette signature et on espère inaugurer beaucoup de belles opérations. Et donc, voilà pour la présentation. Je laisse maintenant la parole à Yann Verling qui va... Voilà. Et Monsieur Marc Guillaume, notre préfet, est arrivé dans les temps. Donc, voilà. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le préfet, Monsieur le président de FIBOis Île-de-France, mesdames et messieurs. L'acoustique n'est pas excellente, mais je vais essayer d'être entendu en parlant un peu fort pour que vous m'entendiez jusqu'au fond, parce que même au premier rang, je n'entendais pas très bien. Je voulais d'abord me féliciter d'être dans ce nouveau rendez-vous où la région Île-de-France a ses habitudes aussi, bien sûr, dans cette cathédrale magnifique. Vous disiez tout à l'heure que c'était au début du siècle dernier l'empire du fer et du verre et qu'on pouvait espérer que notre siècle soit celui du bois. Je me plaisais à me rappeler que ce bâtiment était à l'époque éphémère et il est toujours là. Et que malheureusement, le palais éphémère, qui lui était en bois et qui aurait pu être le symbole de cette nouveauté constructive de ce siècle qui est le bois, va malheureusement rester éphémère, je le crains, mais bon. Néanmoins, c'est quand même des constructions qui par ailleurs sont extrêmement modulables. Alors autant ça, c'était difficile à démonter facilement, et on l'a laissé, autant le bois est facile à démonter, et d'ailleurs c'est aussi un matériau qui a été largement employé pendant les JO, et ça participera beaucoup, et ça participe beaucoup, je peux parler au présent, de l'héritage des JO que d'avoir utilisé massivement le bois et de réduire l'empreinte carbone des JO, ça y a participé grandement. Et donc, on l'a dit à plusieurs reprises dans les interventions aujourd'hui que le maître mot, et d'ailleurs c'est le maître mot de ce forum, c'est les enjeux climatiques. Peut-être que c'était moins vrai au premier forum, mais aujourd'hui ça l'est de plus en plus. Nous sommes dans une ère où nous devons considérer les enjeux climatiques de manière principale dans ce que nous faisons, et l'utilisation du bois y répond pleinement. D'ailleurs,
j'avais envie de souligner que l'utilisation du bois pour la construction est le meilleur moyen de capter le carbone pour le bois, bien plus que l'énergie. Et c'est bien pour cela que ce pacte a aussi sa raison d'être, c'est d'augmenter la part d'utilisation du bois dans la construction, bois qui a d'autres usages, mais dans la construction, vraiment, c'est aujourd'hui la voie royale pour décarboner à l'aide du bois. Donc depuis 2017, la région Île-de-France mène une politique qui est ambitieuse au regard de ce que je viens de dire sur les enjeux climatiques, parce qu'intégrer ce matériau dans nos bâtiments, c'est réduire notre empreinte carbone, c'est structurer une filière économique aussi d'avenir, et puis c'est faire émerger une construction plus durable et plus locale. J'avais envie de vous inviter à un petit message supplémentaire. Quand je dis vous, c'est nous tous ici, mais ceux qui sont aujourd'hui des promoteurs de ce pacte, c'est que quand on fait aussi œuvre de sensibilisation, je le dis aussi parce que c'est un sujet qui est montant, quand on est fait œuvre de sensibilisation, notamment auprès d'écoles à qui on fait visiter des constructions bois, il faut rappeler que pour avoir des constructions bois, il faut couper des arbres. Et que les deux sont liés. Je le dis parce qu'on a un petit sujet là-dessus, sur la question de la coupe des arbres dans les forêts, avec une population qui peut être tout à fait sensible à la construction bois, mais qui ne l'est absolument pas quand il s'agit de montrer d'où vient le bois et qu'il est coupé dans les forêts. Donc j'ai envie de vous inviter à faire d'une pierre deux coups quand vous faites de la promotion du bois construction. Rappelez d'où vient le bois pour inviter les gens à comprendre aussi que la filière bois, c'est un amont avec de la coupe et c'est aussi à la fin un résultat avec ces magnifiques constructions bois. Ce que je voulais souligner également, c'est que l'engagement de la région de manière très concrète s'est traduit ces dernières années par des soutiens très forts à des opérations exemplaires, notamment via le dispositif Réflexe Bois biosourcé. Nous avons dans nos différents systèmes d'aide valorisé la construction bois, notamment je pense aux contrats d'aménagement régionaux et les quartiers innovants écologiques. Nous avons bonifié nos aides dès lors que l'usage du bois était utilisé. Nous avons un soutien historique à l'accompagnement du réseau des signataires par FIBois Île-de-France et notamment la mise en place d'un observatoire du bois construction avec l'Institut Paris Région. Notre engagement dans le pacte bois biosourcé en tant que première collectivité signataire au titre de la maîtrise d'ouvrage des lycées nous avait mis à un niveau argent entre 20 et 40% de surface plancher de bois tel que nous y étions engagés. Et le résultat final est au-delà de nos espérances. Nous sommes aujourd'hui à 70% des opérations de lycées, de nouvelles constructions de lycées qui sont en bois. Donc nous sommes bien au-delà des engagements pris, si bien que ça nous permet de nous dire que quand on se lance dans des démarches de cette nature-là, avec des engagements qui sont au départ peut-être trop réalistes, et bien finalement nous les dépassons. Et c'est tout cela l'intérêt d'une dynamique comme le pacte, c'est que nous mettons le pied à l'étrier et après nous allons encore plus loin que ce qui était prévu. Donc aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec l'acte 2 de la stratégie forêt-bois en Île-de-France. Nous avons adopté une nouvelle stratégie au niveau de l'Île-de-France qui, bien évidemment, a été motivée principalement par l'accélération du changement climatique en devant tenir compte d'un certain nombre de nouveaux enjeux. Et aujourd'hui, les 4 axes de cette nouvelle stratégie, c'est d'une part de fédérer les acteurs forestiers et la société civile pour l'avenir des forêts franciliennes. Je signale à nouveau que la société civile doit être mobilisée dans l'avenir des forêts franciliennes. Ce n'est pas une affaire de professionnels. Il faut développer un tissu diversifié d'entreprises de la filière. C'est aussi un point faible aujourd'hui auquel nous devons répondre. Développer les emplois et les compétences. Nous en parlerons tout à l'heure avec la signature d'un engagement pour la promotion de l'emploi et des compétences en adéquation avec la filière. Là aussi, il y a de grands besoins si on veut justement atteindre les objectifs qu'on se donne, c'est d'avoir derrière les ressources en emploi et en compétences et de faire de l'Île-de-France un pôle d'innovation parce que le bois, c'est aussi de l'innovation et c'est le 4e axe de notre stratégie.
Aujourd'hui, pour cet ensemble de dispositions, nous avons différents engagements qui ont été pris nouveaux dans cette stratégie au niveau de la région Île-de-France, avec d'une part un appui à la gestion durable des forêts, notamment les forêts privées. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est aussi un acteur fondamental en région Île-de-France, puisque vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, 75% des forêts franciliennes sont des forêts privées, donc nous avons besoin de mobiliser les privés. Le soutien, nous avons besoin d'un soutien aux entreprises de la filière, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dispositif aujourd'hui qui nous amène à pouvoir financer des entreprises jusqu'à 500 000 € d'aide au niveau de la région Île-de-France pour les entreprises de la filière. Et comme je l'ai dit, sur les projets innovants, nous sommes là aussi au rendez-vous avec des projets qui peuvent être financés jusqu'à hauteur de 100 000 € par la région Île-de-France, dès lors qu'effectivement on est dans de l'innovation. Voilà, je tiens à souligner également que la région reste plus que jamais à vos côtés pour que la construction bois soit un accélérateur de la neutralité carbone. La région renouvelle son engagement dans le pacte 2030 pour la construction et la réhabilitation des lycées franciliens à un niveau au moins équivalent à celui qui était celui de la période précédente. Mais comme je vous l'ai dit, on l'avait déjà dépassé, donc on restera évidemment très engagé et la région restera à l'écoute des projets et des entreprises de la construction bois pour répondre à tous les enjeux qui ont été cités aujourd'hui. Enfin, je voudrais finir par le fait que nous sommes pleinement engagés à vos côtés également pour que nous puissions lever les freins réglementaires aujourd'hui qui existent sur les normes incendies. C'est un sujet qui nous mobilise régulièrement. Monsieur le préfet, vous êtes parfaitement informé bien évidemment de la situation. Nous attendons beaucoup évidemment de la ministre Valérie Létard pour que les choses puissent évoluer positivement. Je dois la rencontrer prochainement, donc je lui en reparlerai. Je pense qu'on ne peut pas rester au milieu du gué, il faut avancer et j'espère que nous réussirons à lever ces freins qui relèvent d'une incohérence entre les objectifs généraux qu'on peut se donner pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment en utilisant le bois et des réglementations qui ne vont pas dans le même sens. Donc il faut rendre tout cela cohérent. Je pense qu'on va y arriver. Je vous remercie beaucoup. C'est moi ça. Honnêtement, c'est formidable d'être avec vous. On nous aurait dit que vous alliez remplir le Grand Palais sur le bois au moment où on est venu pour les épreuves d'escrime pour les Jeux Olympiques. On se serait dit que c'était un formidable pari. Quand on arrive et qu'on voit tous ces stands, toute cette activité autour de la filière, on se dit qu'il y a vraiment un mouvement incroyable et il faut remercier tous les acteurs et bien sûr d'abord Paul Jarquin, parce que c'est vrai qu'il y a là un développement qui montre qu'on arrive à concilier transition écologique et développement économique. Chacun d'entre vous est à la manœuvre pour ça, c'est réjouissant. En 2021, on avait signé avec Valérie Pécresse le premier pacte. On était en sortie de Covid, on était encore en visio. Et rien que dans ce changement d'ambiance, de lieu, de salle, je vois un signe très positif. Moi, je ne fais que du bois depuis une semaine. J'ai signé lundi un pacte avec la métropole du Grand Paris et l'ONF pour davantage avoir de ressources engagées par la préfecture, l'État et la métropole sur ces questions. La semaine dernière, j'étais avec l'ONF à la forêt de la Malmaison pour essayer de faire le point sur leurs dispositifs qui répondent exactement à ce que Yann Verling a dit il y a un instant, c'est-à-dire faire comprendre aux uns et aux autres que la forêt a plusieurs fonctionnalités et qu'effectivement, il faut à la fois tenir compte de la volonté des populations en Île-de-France de s'y promener, d'y être heureux, mais il faut aussi traiter la partie de cette forêt qui est malade, il faut aussi savoir l'exploiter, il faut savoir combiner toutes ces approches pour se situer dans une temporalité longue. Le fait qu'aujourd'hui on soit tous là, c'est d'abord le succès des 4 dernières années. Je ne suis pas sûr que si on se projette il y a 4 ans, on se soit dit qu'on allait arriver à faire autant de choses, à ce que 60 structures comme ça se mobilisent, à ce qu'on arrive à ce que d'autres régions de France veuillent copier ce pacte, qui est maintenant 5 régions qui dans le reste du territoire fassent la même chose. C'est formidable aussi. Moi, je me dis que d'ailleurs, les Jeux Olympiques ont été sur la question du bois, comme sur beaucoup d'autres, un formidable accélérateur.
Évidemment, le centre aquatique olympique a été un démonstrateur incroyable. Yann Verling a raison de dire que le Grand Palais éphémère, c'était beau aussi. Et puis tout ce qui a été fait, les 30 000 mètres cubes de bois mobilisés dans la construction de 15 ouvrages olympiques, tout ça, ça nous a permis de retenir près de 30 000 tonnes de CO2. En réalité, ça a montré au monde entier que les ingénieurs français, les architectes français, le système économique et de construction savaient faire des choses formidables avec le bois et qu'il fallait s'en inspirer. Évidemment, on peut s'en réjouir au moment où nous travaillons bien sûr sur la déclinaison de la COP à l'échelle francilienne et sur la révision du SRCAE. En tout cas, le pacte 2030 que vous nous avez rapidement présenté il y a un instant, il est formidable dans ces 3 aspects. Le soutien de la forêt française, on en a besoin. Je veux redire que le président de la République s'était engagé à ce qu'on plante 1 milliard d'arbres. Et le chiffre de 317 millions d'euros que vous avez montré sur le plan de relance, plus France 2030, quand même fait rêver. C'est-à-dire qu'on nous aurait dit là aussi, il y a quelques années, que dans le prolongement de ce que les rois qui ont fait la France, les empereurs qui leur ont succédé, le président de la République allait nous dire, en protecteur de la forêt française, qu'on allait planter 1 milliard d'arbres. On se serait dit qu'on avait là un formidable défi. Évidemment, en Ile-de-France, ça nous concerne beaucoup. On a près du quart de la forêt française. Il faut qu'on s'y attelle. Je peux vous dire que nous y sommes avec l'ONF très mobilisés. Moi, je trouve que dans le dispositif du pacte, il y a des aspects nouveaux qui sont formidables. Par exemple, le bois de crise dont vous nous disiez un mot tout à l'heure. Nous, on le touchait du doigt pour les chênes et la maladie de l'encre, mais là, c'est surtout les résineux que vous voulez, avec nos collègues de l'Est de la France, arriver à réutiliser. Je trouve que cet aspect nouveau dans le pacte est riche d'une valorisation qui aidera toute la filière. De manière générale, de toute façon, tout ce qui est fait ici nous permet aussi, bien sûr, d'améliorer le puits carbone de nos forêts. C'est une très bonne chose. Dans votre deuxième axe, sur soutenir la construction neuve, je ne vais pas reprendre des exemples parce que beaucoup d'acteurs avant moi l'ont dit de manière très forte, mais je veux dire que la société des grands projets, l'ex-société du Grand Paris, me semble, sous l'impulsion de son président, assez exemplaire en la matière. Elle s'est engagée à signer également votre pacte, à ce que 40% de la surface de plancher de ces projets immobiliers, donc dans nos 68 quartiers de gare, soit en bois et en matériaux biosourcés. On a là évidemment une illustration sans pareil, puis c'est quand même le plus grand chantier d'Europe en ce moment qui a lieu en Ile-de-France. Et le fait qu'ils se disent qu'il faut recourir aux matériaux biosourcés est une bonne nouvelle. Et puis bien sûr le troisième axe, rénover le bâti, nouveau aussi, que nous n'avions pas la dernière fois, que vous avez repris parce que nous sommes face à cette spécificité en Ile-de-France. Toutes les régions françaises, nos problèmes d'émissions, c'est d'abord les transports, et même pas en Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est lié à la taille de la région, mais c'est lié aussi au bâti. Les bâtiments sont à l'origine de 67% des consommations d'énergie et de 46% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que tant qu'on n'arrivera pas à travailler sur la rénovation du bâti, nous ne résoudrons pas ces questions. Je salue bien sûr beaucoup l'engagement de tous les signataires pour les différentes solutions qui nous ont été dites, la façade ossature bois, les éléments de structure, les isolations biosourcées. Tout ça doit pouvoir nous aider à franchir une étape. J'y vois aussi un élément très important parce que rénover plutôt que démolir, quand on voit la masse de déchets de chantier, c'est un enjeu phénoménal dans notre région. On a 37 millions de tonnes de déchets chaque année en Ile-de-France, de déchets de chantier. Et évidemment, les démolitions représentent près du tiers. Donc on n'a pas simplement un effet vertueux pour les gaz à effet de serre, mais un effet vertueux de manière plus large. Voilà, remercier vraiment beaucoup, pour conclure, tous les acteurs de cette réussite d'aujourd'hui, de la réussite des 4 années passées. Et vous dire que dans 4 ans, je ne sais pas très bien quel lieu plus emblématique du génie français vous arriverez à trouver, mais s'il est en bois, ça sera encore mieux. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Ça clôture notre conférence. Et encore une fois, en plus avec les lumières et la nuit tombée, je vous invite tous à aller visiter
sur les mezzanines l'exposition sur l'architecture bois. C'est exclusivement des architectes qui présentent leurs projets.